Salut tout le monde, enfin il est là, il est beau, il est magnifique, il est resplendissant, il est fourmillant, il est tonitruant, je me perds dans les adjectifs, le film qui marque le grand retour des Looney Tunes en bonne et due forme sur grand écran. Porky et Daffy sauvent le monde, ou en VO, The Day the Earth Blew Up. Et j'étais obligé d'ajouter ma pierre à l'édifice pour vous en parler, parce qu'autrement, quel genre de fan de Looney Tunes je serais. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'avère effectivement que j'adore les Looney Tunes, et que c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans ce fichu monde selon mon humble personne. Et j'ai déjà quelque peu évoqué le parcours de cette licence au cinéma. Chose rare de nos jours, il ne faut pourtant pas oublier que c'était monnaie courante de les voir sur grand écran à l'époque. Comme j'aime à le rappeler plusieurs fois, c'est effectivement là qu'on voyait leurs péripéties cartoonesques, en préambule aux nouveaux films sortant aux États-Unis. Et les cartoons étaient vraiment conçus pour faire honneur à leur position. Donc techniquement, on voyait un nouveau film Looney Tunes au cinéma toutes les 2 semaines en moyenne. Une tradition qui a duré aussi longtemps que possible jusqu'à la fin des cartoons de l'âge d'or, avant de laisser place au long métrage que l'on ne présente plus. Les Looney Tunes passent à l'action, les films Space Jam, et moins on en parle et mieux on se porte, et bien avant eux, les films compilations de plusieurs cartoons entrecoupés de segments inédits. Quand certains médias parlent de Porky et Daffy sauvent le monde comme la première excursion de ces personnages au cinéma, ce n'est donc pas tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que ce film est le premier long métrage intégralement animé et 100% original des Looney Tunes à destination du cinéma. Et je tiens à profiter de l'occasion de sa sortie dans les salles pour insister à quel point l'existence de ce film et sa position actuelle tiennent du miracle. Flashback jusqu'en 2021. La série Looney Tunes Cartoon était toujours en cours de diffusion sur HBO Max. Quoi ? Techniquement, à l'époque, c'était toujours HBO Max. Et de nulle part surgit l'annonce du développement d'un film basé sur cette itération de la licence. Réalisé par Peter Braungard, le développeur de la série et réalisateur de quelques de ses meilleurs épisodes. Initialement, le projet est annoncé comme un autre long métrage Looney Tunes à destination du marché streaming et direct to vidéo. Même en étant basé sur Looney Tunes Cartoon, ce qui de base semblait garantir malgré tout l'éventualité de voir la chose la plus proche d'un véritable long métrage Looney Tunes dans l'esprit de l'âge d'or. Même avec l'esprit plus moderne injecté dedans, jusqu'à ce que la sortie du film soit annoncée comme compromise, ce qui n'est aucunement surprenant venant du studio géré par le croque-mitaine de l'industrie qu'on ne nommera pas. De la même manière, un autre film Looney Tunes en production, bien différent dans l'esprit, Bye Bye Bunny, s'est vu bazarder du catalogue et n'a pas eu autant de chance que celui dont on parle aujourd'hui. À ce stade, ça me paraît évident qu'un toon a cocufié ce cher David. C'est le seul moyen d'expliquer cette vendetta apparente envers la licence. Le bien nommé The Day the Earth Blew Up a beau avoir été mis à la vente sur le marché en ce qui concerne les droits de distribution, les choses étaient bien parties pour en rester là. Oui bon, je sais que c'est le gag le plus facile du monde, on continue. Car oui, de toute évidence, et bien au contraire, le parcours du film ne faisait que commencer. En octobre 2023, l'annonce tombe. Le film, récupéré par une société de financement indépendante nommée GFM Animation, dont le but est de vendre des films à divers distributeurs dans le monde, gagne la promesse d'une sortie cinéma au courant de l'année 2024. Annonce à moitié vraie du coup, mais en effet, 2024 est bien l'année où le film a enfin l'occasion de briller sur le devant de la scène à de multiples occasions. Mais c'est surtout l'autre partie de la promesse qui a attiré l'œil des fans, moi inclus. La promesse d'un long métrage Looney Tunes pur et dur sur grand écran. Pas de clip show, pas de live action, pas de basket, seulement ces personnages délurés dans une aventure délurée qui tient à elle seule sur 90 minutes sans soutien artificiel agrafé de force. Les clips et images que l'on commençait à recevoir semblaient également aller dans le sens d'un authentique film Looney Tunes dans l'esprit de la série de Braungart, mais poussé encore plus loin. Et nous arrivons à aujourd'hui. Malgré une distribution mondiale anarchique, le film gagne les salles dans de nombreux pays, y compris le nôtre. Il a été diffusé dans son entier durant la dernière édition du festival d'animation à Annecy, devant les yeux remplis d'étoiles de votre humble serviteur. Les retours d'Elor sont extatiques, bref, le film semble à nouveau prouver au monde où est la vraie place de ces personnages. Fans des Looney Tunes du monde entier, on a gagné cette bataille. Non seulement parce que le film existe et a réussi à gagner le prestige d'une diffusion sur grand écran, y compris en France grâce à Le Pacte, mais aussi parce que le film en lui-même est à la hauteur des attentes. Peut-être que c'est compte tenu du fait que le marché du streaming en lui-même me laisse perplexe, mais ça m'étonne grandement que Daffy et Porky sauvent le monde fût initialement prévu pour une diffusion sur Max. En le regardant, on jurerait que le territoire des salles de cinéma était donné dès le départ. Sans vouloir offenser les films DTV qu'on a eu jusqu'ici, il y en a que j'aime bien moi-même après tout, ils ont toujours l'air limités, au moins sur un aspect qui fait ressortir leur ambition moindre. Celui-là, c'est une autre affaire. Daffy et Porky sauvent le monde a
a l'air ambitieux. Vous savez, le genre de film qui aurait plus grand, plus fort comme slogan. Mais plus que tout, ce film est 100% loony. Ce qui laisse songeur quand on pense à quel point les films Space Jam échouent lamentablement en tant que film Looney Tunes. Et du coup, prouve que c'est possible d'être dans cet état d'esprit sans compromis pour tout un long métrage. Et que c'est bien possible pour ces personnages de tenir un scénario de 90 minutes à eux seuls, n'en déplaise à des producteurs peu confiants. L'intrigue joue avec la plupart des conventions supposément inhérentes à ce genre de film, et les fait siennes, ce que j'apprécie grandement. C'est 1h30 de bouffonnerie made in Looney Tunes, mais ce n'est pas limité à cela. En effet, on a tout de même une intrigue tenace, garnie de véritables enjeux, et, étonnamment, dark pour les personnages. Une invasion extraterrestre semble être le terrain de jeu idéal pour permettre à Porky et Daffy de se renvoyer la balle constamment, tout en amusant les spectateurs dans le même temps. Il y a quelque chose de poétique dans le fait de faire de ces deux-là le centre d'un film pensé comme le dernier tour de piste de l'itération Looney Tunes Cartoon, au-delà du simple fait que la série adorait utiliser ce duo en particulier, pour le meilleur et pour le pire, comme j'ai déjà évoqué. C'est tout de même avec eux que le chemin de Looney Tunes Cartoon a commencé, autant dans l'ordre de production que celui de diffusion. Et du coup, terminer cette course avec un film centré sur eux est un excellent moyen de boucler la boucle. C'est leur dernier moment sous les feux de la rampe, et pour autant, c'est très possiblement la meilleure chose les mettant en vedette que Pete Browngardt et son équipe aient faite. Le film trouve un moyen plus inspiré que la plupart des épisodes de la série de jouer avec leur dynamique. Au-delà du simple et assez redondant, Daffy fait des conneries au détriment de la santé physique et mentale de Porky, ce qui est idéal pour correspondre aux ambitions plus grandes de l'intrigue et de son format. Je vois plus transparaître l'héritage de leur dynamique classique dans des cartoons comme Baby Bottleneck par exemple. Dans le genre former une paire entre un canard hors de contrôle et un cochon plus terre-à-terre, si passant ses excès de tempérament, avec ce dernier tentant désespérément de contenir son ami instable et intenable. Soit dit en passant, une autre chose que j'apprécie dans le choix d'avoir fait ce film sur Porky et Daffy, c'est le caractère aussi logique que quelque peu subversif en soi. Ce serait tentant de faire le premier long métrage animé Looney Tunes 100% original sur un personnage plus vendeur comme Bugs. Mais le film est plus intéressé par ses propres idées que par les tentations commerciales, et je salue cette initiative. D'autant que ce n'est que justice rendue, puisque Porky et Daffy ont tous deux fait rire les spectateurs de l'époque bien avant que Bugs Bunny ne fasse ses premiers pas. Pour amplifier les enjeux dramatiques, autant que possible pour un film Looney Tunes avec un pitch pareil, l'intrigue fait du porc et du canard des frères adoptifs, tous deux recueillis par un fermier que vous allez probablement croiser plusieurs fois sur Twitter et compagnie au cours des prochains mois. Ce dernier leur enseigne qu'ils doivent rester solidaires coûte que coûte. Si je devais pinailler, je dirais que c'est pas mal martelé par le film. Mais je comprends que c'est intentionnel, notamment vu les hilarants résultats où ça mène parfois. Tout ça pour dire que sur le papier, ce ne sont pas les arcs de personnages les plus originaux du monde. Mais l'exécution faisant la différence, je pense que le film trouve un bon terrain d'entente. Surtout quand on a en tête l'héritage de ces personnages présents sur les écrans depuis 90 ans maintenant. C'est assez charmant l'air de rien. Et surtout, ça trouve le moyen d'affirmer de manière maligne et vraiment drôlatique à quel point ce duo est complètement imprévisible et chaotique. En somme, les enjeux dramatiques sont poussés sans pour autant transgresser l'esprit Looney Tunes comme dans un certain film. Car ils bénéficient du fait d'être une combinaison judicieuse entre lettre d'amour sincère envers cette dynamique et carburant du caractère déjanté du film. Individuellement, les personnages sont également très attachants. Daffy est folding comme il faut, mais j'apprécie qu'ils aient maîtrisé cette part de sa personnalité, qui était parfois un peu trop exagérée à mon goût dans Looney Tunes Cartoon, au point que des fois on dirait plus un écervelé complet qu'un personnage vraiment siphonné. L'avantage de Daffy est qu'il est un personnage pouvant être plus versatile qu'il n'y paraît, et ce film confirme la règle. Il demeure complètement cinglé, mais il est aussi par moments égoïste, arrogant, rapide à la réflexion, même s'il n'en résulte pas forcément les meilleures idées, et il éprouve un grand besoin de compagnie et d'exprimer sa folie furieuse. Il y a même un passage que j'adore où Daffy est un peu en mode Doug Tracy, le détective qui s'imagine être dans l'un des meilleurs cartoons du monde. Porky, de son côté, prouve qu'il n'est pas juste le personnage réservé tel que l'inconscient collectif le voit. Ce qui est une bonne piqûre de rappel, vu que c'était aussi le cas dans la plupart de ses cartoons. Il ne se laisse pas éclipser par son compagnon et peut se faire entendre quand il affirme qu'il en a marre de supporter les conséquences des bouffonneries de Daffy. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bonté intérieure non plus. L'exploitation de cette partie émotionnelle de leur dynamique marche à merveille. C'est une très bonne façon d'injecter de l'humanité dans ces personnages qui demeurent pour autant particulièrement loufoques et fiers de l'être au bout du compte, comme ils le devraient. J'aime avoir cet arc comme une sorte de réponse à la façon dont certaines itérations aseptisent l'esprit des Looney Tunes. Une critique et en même temps une bien meilleure exploitation de quand LeBron force les toons à ne pas se comporter comme des toons. Ouais, je tape beaucoup sur ce film aujourd'hui.
Et j'ai pas encore fini. Pétunia est une agréable addition. J'aime beaucoup l'interprétation de sa personnalité en l'occurrence. La première fois que j'ai vu le film, je craignais une sorte de redite porcine de la personnalité de Lola dans Looney Tunes Show. Et j'adore cette Lola. Mais c'est bien aussi de trouver du nouveau matériel pour écrire des personnages Looney Tunes féminins. Heureusement, Pétunia tient sur ses deux pattes ici. Elle est plus scientifique, un peu lunatique et délurée, parfois aussi expressive que Porky et Daffy. Mais pas idiote pour autant. Elle est même plus que compétente. Honnêtement, je trouve cette Pétunia bien meilleure que celle de Looney Tunes Cartoon, qui était basiquement un personnage à un gag. Les autres personnages supportent ce que j'apprécie à propos du casting. Ils solidifient l'impression de voir un pur film Looney Tunes, même avec plusieurs personnages humains autour de ces trois animaux. Chaque personnage est en jeu et délicieusement exagéré comme il faut pour coller à l'ensemble. L'extraterrestre est exagéré, l'inspectrice qui veut démolir la maison de Porky et Daffy est exagérée, la menace en elle-même est exagérée. Parlant de ça, cette menace est comme un hommage très drôle à ces films de science-fiction de série B des années 50 qui pouvaient mettre tout et n'importe quoi comme menace envers l'humanité. Même globalement, le film est un charmant hommage à ce genre. Et ce n'est pas anti-Looney Tunes d'être ouvertement en mode hommage à une certaine partie de la pop culture, qui a tout de même occupé le centre de plusieurs de leurs cartoons. Et bon point aussi pour ne pas reculer avec le caractère un peu crado de la menace. Par exemple, ce chewing-gum alien avec des fausses dents qui attaquent les protagonistes. Même si c'est plus contenu que Looney Tunes Cartoon pouvait l'être. Et c'est tout à l'honneur du film, vu que la série pouvait parfois aller un peu trop loin au goût de beaucoup, moi inclus. Ce film trouve une très bonne balance, et il est juste extrêmement drôle tout le long. Évidemment, en ce qui me concerne, rien ne battra l'ambiance exceptionnelle de la séance à Annecy, où tout le monde s'est bidonné dans un grand éclat de rire collectif. Mais même quand j'ai revu des bouts individuellement bien plus tard, je me suis surpris à sourire comme un idiot tout le long, et toujours avoir quelques francs éclats de rire. Je parlais de l'échec des films Space Jam sur ce terrain. Et je suis en train de le refaire. Mais ce qui fait la différence avec ce film, c'est tout con, mais avoir des scénaristes spécialisés dans le cartoon, ça aide l'air de rien. D'ailleurs, si ça vous fait peur de voir 11 personnes créditées pour le scénario, rassurez-vous. Comme la série, le film a donné le crédit de scénariste aux artistes storyboard qui ont beaucoup contribué à l'écriture des gags et des situations. Le film étant bien entendu particulièrement guidé par cet aspect. Apparemment, c'est la première fois qu'un long métrage de cette envergure crédite les artistes storyboard en tant que scénaristes depuis le premier film Bob l'éponge en 2004. Et c'est extrêmement cool. Le film est bien sûr très cartoonesque, et on leur doit certainement ça en grande partie. Ils méritent leur crédit, d'autant plus que la situation est difficile pour eux en ce moment dans l'industrie. Des mots de Braungart lui-même, je souhaiterais que nous gagnions plus de reconnaissance venant de la Writers Guild of America, parce que ces choses-là rapportent beaucoup d'argent. Vous devriez avoir des résidus, mais c'est un pas dans la bonne direction. L'une des choses dont je suis le plus fier avec ce film, c'est que j'ai été capable de donner ce crédit à ces artistes. Ça paraît comme une petite, mais tout de même importante victoire, et le film en paraît d'autant plus miraculeux. J'apprécie la variété de l'humour du film, je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts, tant dans les gags rappelant l'âge d'or, que dans les gags plus esprit moderne, heureusement suffisamment contenus et avec une exécution suffisamment bien gérée pour que ça puisse rester durable, et pour qu'on en retienne plus le caractère absurde. Honnêtement, c'est pour le mieux, pour que ça puisse se distinguer des classiques au lieu de trop marcher dans le roman. Autant tirer avantage des temps dans lesquels le film voit le jour, comme les vieux cartoons le faisaient eux-mêmes d'ailleurs. Pete Braungart a bien compris la balance entre ce qui est d'actualité, ce qui est nostalgique et ce qui est intemporel. Et bien sûr, un gros facteur de la grande réussite du film, c'est l'animation. Encore une fois, j'en viens à me demander si ce film était vraiment pensé tout le long comme une simple sortie streaming, parce que l'animation est simplement excellente, et vraiment méritante d'une sortie sur grand écran. Ce n'est sans doute pas le long métrage le plus cinématographique, ce que je peux excuser vu que c'est le premier long métrage de Pete Braungart, et que l'homme a plus de 20 ans d'expérience dans la télévision. Tout de même, ce n'est pas sans ces moments léchés. Je n'irai pas jusqu'à sortir la traditionnelle carte aussi facile que fausse du « un film d'animation en 2D au cinéma, ça n'arrive plus jamais, il faut en profiter, ah !» Je l'ai déjà dit, il y a encore pas mal de films d'animation 2D sur le marché. Il suffit de regarder ailleurs que ce que dans le cinéma d'animation grand public distribue. Mais oui, il faut vraiment savourer cette situation, avoir un véritable long métrage Looney Tunes 100% 2D sur grand écran. Le film donne un véritable aperçu de ce à quoi Looney Tunes Cartoon aurait pu ressembler avec les plus grands moyens possibles. C'est-à-dire libéré de la contrainte majeure de produire 200 cartoons en 2 ou 3 ans seulement et avec un budget télé. Ce film a l'opportunité de donner pleinement vie à l'énergie loufoque transmise par les dessins des artistes layout et Cara Design. Et ça lui permet de transpirer cette énergie Bob Clampett des années 40 par tous les orifices. Il y a des scènes qui m'évoquent pas mal l'animation de Robert McKimson et d'autres tellement inspirées de Rod Scribner que c'est à se demander si le gars n'est pas revenu d'entre les morts. Et même si l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère, d'après le proverbe, fort heureusement l'animation est suffisamment travaillée pour parvenir à exister d'elle-même.
d'elle-même, au lieu de simplement faire dans le tracé bête et méchant. Et comme les cartoons d'antan, c'est vraiment chouette de ressentir le fait que l'animateur principal change d'une scène à l'autre. C'est une touche charmante sans être d'une hétérogénéité distrayante. Tant qu'à faire, j'aimerais ajouter un petit aparté sur le doublage VF. C'est la moindre des choses, mais avoir les voix officielles sur les personnages, c'est quand même chouette. Et compliment à Le Pacte pour avoir permis une très rare interview avec Emmanuel Garigeau, ainsi qu'avec Michel Mella. Toujours un plaisir de les entendre sur ces personnages, même si je trouve que la traduction du film telle qu'elle aseptise certains dialogues. Au moins, avec un petit distributeur comme Le Pacte, ça nous a sûrement garanti un casting complet de professionnels sur les personnages secondaires. Mention pour la joie de réentendre Daniel Lafourcade pour la première fois depuis longtemps en ce qui me concerne, et le rôle de l'alien lui va comme un gant. Bref, j'en ai dit beaucoup, sûrement plus que prévu, à la base je me suis dit, bon, allez, 10 minutes et quelques et basta. Pff, tu parles. Alors, pour résumer, je pense que ce film est en grande partie tout ce qu'on pouvait espérer venant d'un pur film Looney Tunes. Un film qui joue avec son intrigue simple et les conventions typiques du genre pour bâtir une parodie du matériel comme les Looney Tunes savent le faire, tout en étant plein de cœur, de charme et d'un véritable amour envers ces personnages dégénérés mais pas sans humanité. Encore une fois, du pur Looney Tunes, quelque chose qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à présent dans un film dédié sur eux. Et personnellement, je ne pouvais pas espérer mieux. C'est probablement la dernière fois avant un long moment, si pas tout court, qu'on aura un film de ce calibre pour la licence. Alors savourons l'opportunité et le fait qu'elle se soit produite purement et simplement. Et encore une dernière chose, je me suis dit que j'allais en profiter pour revenir sur le cas Coyote vs Acme un petit instant. Croyez-moi, je suis le premier à vouloir que ce film sorte du coffre-fort de Warner. Mais ce que l'annulation a généré du côté de bien des gens voulant d'eux-mêmes me rend complètement ouf. Chaque fois que je vois une nouvelle promo pour le film, ça s'accompagne des sempiternels « Ouais Coyote vs Acme, ouais Coyote vs Acme, ouais Coyote vs Acme !» Ce qui me déprime parce que c'est contre-productif. Pourquoi on veut voir Coyote vs Acme? Parce qu'on aime les Looney Tunes. Dans ce cas, pourquoi ne pas soutenir le film Looney Tunes, et purement Looney Tunes qui plus est, qui lui a eu la chance de sortir au cinéma? Pourquoi refuser d'aller de l'avant et supporter ces personnages comme on le peut en l'occurrence avec ce film? D'autant plus que David Zaslav n'a plus aucune emprise sur lui désormais, étant sous la charge de divers distributeurs indépendants. Ah, et autant j'aimerais vous dire que plus ce film aura du soutien et plus on augmente nos chances de voir enfin Coyote vs Acme, autant, voyons les choses en face, ce n'est pas le cas. Encore une fois, Daffy et Porky sauvent le monde n'est plus le problème de Warner, et les chiffres qu'il fera quels qu'ils soient n'auront sûrement aucune influence sur les décisions de Zaslav. Pour autant, on peut toujours prouver qu'il y a un public prêt à accueillir ces personnages à bras ouverts là où ils demeurent. Alors n'hésitez pas à le faire, à prendre votre ticket et à remercier le Pacte pour cette occasion unique en France. On l'a même avant les États-Unis eux-mêmes, si ça c'est pas dingue. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!